Notre invité est l'un des plus grands écrivains africains qui fait la fierté de tous les Sénégalais, journaliste puis écrivain. Depuis plus de 40 ans, avec sa plume acérée, il est le témoin attentif des tourments de notre époque. Son œuvre a été couronnée prix Neustadt en 2022, prix américain considéré comme le deuxième prix littéraire après le Nobel. En disciple chevronné de Cheikh Anta Diop, en écrivant en Wolof, il contribue depuis quelques années à faire de cette langue du Sénégal une langue d'érudition et de littérature. Bonjour, Boubacar Boris Diop, et bienvenue à l'affiche de France 24, Dalal ak Jàmm ci France 24. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler de votre œuvre et en particulier du dernier ouvrage, donc Le tombeau de Kiné Gadio, qui est là. Mais avant d'en parler, on ne peut pas ne pas vous poser une question d'actualité, évidemment, sur la présidentielle sénégalaise. Qu'en général, on sait que vous n'êtes pas tendre avec les politiciens. Dans le livre, d'ailleurs, vous dites « Mais au fait, est-ce que la politique rend les gens fous ou faut-il déjà être fou à l'insu de tous avant de s'y aventurer ?» Quel regard portez-vous sur la situation politique au Sénégal ? Mais je pense, comme la plupart des Sénégalais, je suis inquiet. Ça fait 3 ans que chaque semaine, on a rendez-vous avec, pour ainsi dire, le désastre. On se dit, peut-être que ça va se dénouer la semaine prochaine. Et de semaine en semaine, on est au bout de 3 ans. Et puis dimanche, il y a l'élection, le 24. On espère pouvoir pousser un ouf de soulagement. Dire au fond, voilà, tout est réglé, le pays se remet au travail. Mais ce n'est pas évident. Ouais. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Je crois qu'on va être inquiet jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui le 19. Dans une semaine exactement, on saura s'il y a un nouveau président ou pas, s'il y a un deuxième tour, oui. Et puis on verra. Évidemment, on suivra ça attentivement sur France 24. On revient au livre « Un tombeau pour Kiné Gadio ». Donc, le roman raconte l'histoire de Kiné Gadio, une prostituée et poétesse sénégalaise qui disparaît dans la pire catastrophe maritime de l'histoire, le naufrage du ferry le Joola. Disparue, sans sépulture, sans œuvre, méconnue de ses compatriotes, sa meilleure amie, Ndiémé Paye, décide de raconter son histoire. Au cœur de ce livre, et dès le début évidemment on sait de quoi ça parle, il y a d'abord le naufrage du Joola. Le 26 septembre 2002, près de 2000 personnes embarquent dans un ferry pour une capacité d'environ 500. Vers 23h, le ferry s'est totalement retourné en 5 minutes. Officiellement, le naufrage fit 1863 victimes, plus que le Titanic qui déplora en son temps 1489 victimes. Pourquoi écrivez-vous dans le livre que ce qui reste du Joola est le miroir dans lequel nous devons avoir le courage de nous regarder en face ? Oui, affronter, au fond, nos lacunes, nos manquements qui sont à l'origine de cette tragédie. Un bateau conçu pour environ 550 personnes, 2000 s'y retrouvent, et ce n'était pas la première fois, c'était une habitude. 2000, c'est 1500 de trop. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et comment est-ce que, quand on n'est pas vraiment une puissance maritime, le Sénégal, on n'a pas une flotte impressionnante au Sénégal, quand on n'a qu'un petit bateau au fond, comment on fait pour battre, vous venez de le rappeler, le record du Titanic? Donc ce sont vraiment, c'est une faillite, quoi. Une faillite, et ça en disait long en 2002 sur la manière dont l'État sénégalais était tenu, très mal tenu. Tout le monde l'a compris, à commencer par le président de la République de l'époque lui-même, Abdoulaye Wade. Il dit, c'est de votre faute à vous les Sénégalais. Non, ce n'est pas la faute des responsables, des ministres, des directeurs de société, de l'équipage, de ceux qui étaient en charge du bateau. Non, c'est la faute des Sénégalais en général. Et au fond, ça veut dire que c'est la faute à personne. Et dans les faits, personne n'a été inculpé. 22 ans après, on ne sait pas qui a fait quoi.
et personne n'a payé pour la mort de près de 2000. De 2000 personnes. Une tragédie, effectivement. Mais dans le livre, Boris Boubacar Diop, c'est finalement l'histoire des grands auteurs sénégalais qui sont même inconnus ou très peu connus des Sénégalais eux-mêmes. Est-ce que c'était ça l'ambition de ce texte, de les faire connaître? En fait, lorsque vous racontez une tragédie, comme celle du Joola, le risque, c'est que les victimes ne soient qu'un chiffre. C'est abstrait, ça ne touche pas. Eh bien, j'ai fait de mon personnage une poétesse assoiffée de liberté, mais en même temps, je pense, très attachante. Oui. Elle devient victime du naufrage et d'une certaine manière, elle symbolise toutes les victimes du naufrage. Oui, et en ayant de la sympathie pour elle, en tant que poétesse, en tant que personne libre, mais aussi en tant que victime de l'incapacité, de l'incompétence des politiciens, nous mettons un visage sur la tragédie. Au cœur du livre, il y a aussi la langue, cette langue Wolof. Je précise que depuis quelques années d'ailleurs, vous écrivez d'abord en Wolof et vous vous traduisez vous-même. Je propose qu'on entende le début, tout simplement, du livre en Wolof pour que les auditeurs aient cette langue Wolof qui est absolument magnifique, effectivement, à entendre, que l'on puisse se rendre compte. Et que moi, je ferai une petite traduction rapide avec la version française, la évidemment. Version française, avec la traduction. Je ne vais pas faire la traduction moi-même, évidemment. Okay. Alors, bien. on vous écoute. Très bien. Juste les 2 premières phrases, qu'on se rende compte. Café bu naree neex su baxee xeeñ man mi xam naa ci dara ndax amul lu ma dàqal xetu kaasu café njël. Je n'aime rien autant qu'une tasse de café chaud le matin. Ça me fait du bien de sentir, avant même d'y goûter, son arôme embaumer la pièce et taquiner mes narines. Alors ça, c'était la version française. Au cœur du roman, évidemment, quand on le lit, il y a cette ode à la langue Wolof, à la culture sénégalaise, à ses écrivains. On peut citer que ce soit Mariama Ba, Birago Diop, David Diop, Cheikh Anta Diop, même si Sembène Ousmane, même s'ils n'ont pas tous... Tous les noms reviennent. Voilà, même s'ils n'ont pas tous écrit évidemment en Wolof. Mais une première question rapide, la version en Wolof, c'est Bamelu Kocc Barma, donc le tombeau de Kocc Barma, et la traduction en français, c'est le tombeau de Kiné Gadio. Voilà, intéressante question. Qu'on vous posera certainement très souvent. Oui. En fait, en traduisant le roman du Wolof vers le français, je l'ai redécouvert. Et je me suis aperçu à quel point la figure de Kiné Gadio était centrale. Elle occupe infiniment plus de place dans le livre que... Kocc Barma, notre grand philosophe, qui revient juste à 3 reprises. Alors que Kiné Gadio, elle traverse le roman de la première à la dernière ligne. Et je me suis dit, pour la traduction française, vraiment, le personnage que j'ai envie de mettre en valeur, c'est Kiné Gadio. C'est Kiné Gadio. Voilà. Parmi les livres que vous avez écrits en français, cette fois-ci, il y a Mourambi, le livre des ossements. Mourambi, on le rappelle, c'est un des sites du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le 7 avril, on va commémorer les 30 ans, justement, du génocide. Ce livre est devenu indispensable dans l'histoire de la littérature mondiale. La prix Nobel américaine Toni Morrison l'a salué comme une œuvre majeure. Il confirme sa certitude, dit-elle, qu'après un génocide, seul l'art peut essayer de redonner du sens. Mais je me demandais, 30 ans après, qu'est-ce qu'il représente encore, ce livre, pour vous? Ce livre a été écrit dans le cadre d'un projet intitulé « Rwanda, écrire par devoir de mémoire ». Au fond, quand on lançait cette initiative, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. On sentait juste qu'il fallait faire quelque chose. Et quand on est écrivain, qu'est-ce qu'on sait faire? Écrire. On a écrit, et là, on se rend compte que c'est ce que dit au fond Toni Morrison, il n'y a rien de tel que l'art, la littérature, pour inscrire
l'événement dans la durée. Moi, je vais au Rwanda en 98, 4 ans après le génocide, en me demandant si vraiment ça a du sens d'écrire Oui. sur un génocide. Parce que c'est tellement glauque, c'est tellement brutal, c'est tellement insensé tout simplement. Mais au bout d'une semaine au Rwanda, je me rends compte non seulement que ça a du sens d'écrire sur un génocide, d'écrire de la fiction, mais que, je crois, la fiction rend mieux compte que l'histoire, Et que, la sociologie, l'anthropologie. et que l'œuvre journalistique, évidemment. Voilà. Eh ben, On va plus loin. on va plus loin. Et bien justement, sur le même thème, on se quitte avec une exposition qui a été votre coup de cœur et vous souhaitiez mettre en lumière justement sur le génocide. C'est celle de l'artiste sud-africain Bruce Clark, qui a lutté, lui, contre l'apartheid d'ailleurs dans son pays, qui connaît très bien donc, le Rwanda. L'exposition, c'est Vie d'après des artistes face au génocide des Tutsis au Rwanda, à la fondation du site mémorial du Camp des Milles. C'est à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Jusqu'au 9 juin. 9 juin, Voilà. J'y étais. Bruce est un ami que j'ai rencontré lorsque nous étions à Kigali en 98 pour Rwanda Devoir de mémoire. Et on est resté en contact. C'est d'abord un grand peintre contemporain. Il a fait le jardin de la mémoire à Kigali. Il a beaucoup travaillé sur le Rwanda avec les hommes debout. Aujourd'hui, les vies d'après, quoi. Oui, voilà. Bien sûr. Vraiment, il rend hommage aux victimes. Merci beaucoup, Boubacar Boris Diop, pour justement toute votre œuvre, j'ai envie de dire. Et en particulier le dernier, Un tombeau pour Kiné Gadjo. On se quitte avec les images de l'exposition de Bruce Clark. Merci.